d'être à 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum de la presse de studio Kalangou, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des entretiens accordés le 10 décembre par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, aux médias publics. Ensuite, il sera question des conclusions du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. Enfin, la nomination d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale de football du Niger, le MENA. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous suivre chez vous pour ce rendez-vous du Forum de la presse de ce vendredi 15 décembre 2023. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a accordé le 10 décembre une série d'entretiens en français à Hausa et Zerma sur des questions d'intérêt général à la radio et télévision publique. Le chef de l'État a développé plusieurs points. Je commence avec vous, Arimi. Comment vous appréciez cette deuxième sortie médiatique du président Chani, parce que c'est une deuxième depuis. C'est une deuxième, mais aussi toujours en trois langues. Oui, en trois langues. Dont les deux langues nationales, le Hausa et le Zarma, ce qui est très appréciable. Il semble être à l'aise dans cet exercice. Il a une maîtrise des questions nationales. J'ai compris aussi qu'il connaît le pays, n'est-ce pas, en citant les localités jusqu'aux villages les plus reculés. Il n'a du tout pas hésité. C'est normal parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'armée et j'imagine justement ce qui est très bien. Aussi, je soulève qu'il a touché à des questions épineuses. Justement, quels sont les points forts qui ont attiré votre attention il a parlé du pétrole, oui. N'est-ce pas, parce que c'est aujourd'hui vraiment sur le plan économique la question d'actualité chez nous, parce que selon ce qu'il a dit lui-même, normalement l'acheminement pour l'instant du pétrole, donc le pétrole, comme ils l'ont appelé le MELEC, du pipeline de Koulélé, ce sera en janvier qu'on espère les premières sorties du brut. Parce que ce serait un peu lent et tout. Mais lui, il a soulevé que ça, ce n'est pas la formule qui nous arrange. Surtout que les spécialistes disent qu'on pourrait avoir notre production pourrait augmenter dans les années à venir. Il dit pourquoi on ne produirait pas notre carburant sur place, en fait raffiner notre carburant sur place, parce qu'il dit qu'il y a des éléments essentiels qui pourraient nous échapper, alors que ces éléments, justement, c'est surplus là, le fait de gérer ce surplus, c'est-à-dire parce que là, on va exporter et puis les gens vont raffiner et ils vont acheter le brut. Or, la formule d'ailleurs dans toute l'Afrique, j'entendais tout récemment le Burkinabé parler par exemple carrément du traitement de l'or aussi au Burkina, parce que ça a une valeur ajoutée et ça crée de l'emploi. Il disait qu'on peut faire avec ce pétrole-là, ce brut-là. Oui, on va avoir de l'essence, on va avoir du gasoil, on va avoir tout autre vraiment carburant, mais aussi les résidus peuvent être exploités. Il dit c'est avec ça qu'on fait les engrais, toutes choses que nous avons besoin, puisque, à mon sens, désormais dans ce pays, on se focalise aussi sur la production agricole. Mais aussi, ça suppose vraiment de la création d'emplois, parce que c'est
le mal essentiel. Si aujourd'hui nous avons des jeunes Nigériens qui s'engagent, y compris aux côtés des mouvements armés et tout, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Donc ça, je trouve, un aspect vraiment essentiel, intéressant, important. Et au-delà même de la création de l'emploi, c'est l'économie du pays qui sera boostée. Justement, parce qu'on va se spécialiser. Et bon, moi, en fait, en son temps déjà, je me demandais bien pourquoi, dès lors qu'on avait créé une raffinerie à Zander, pourquoi on se permettrait d'exporter, de créer une sorte d'oléoduc pour que les gens nous prennent le brut. Non, mais puisque nous pouvons développer ces capacités, nous avons une population extrêmement jeune. On peut spécialiser nos enfants à s'occuper de ces choses-là dans les années à venir. Et dans les années à venir, il a même émis le souhait de créer une nouvelle station de traitement de ce brut. Justement. Et aussi, il a donné des informations sur le pétrole, justement, comment c'est réparti entre nous, les Chinois, le pourcentage, le pourcentage du pays. Qui nous revient. Bien sûr que ça nous émousse l'élan un peu. Oui. Autrement dit, contrairement à ce qu'on dit, vraiment, on ne gagnerait pas énormément en matière d'exploitation. Ce n'est pas tout de suite de l'argent frais parce que tout a été fait à crédit par les Chinois et donc ils auraient jusqu'à 60%, nous on n'aurait que 22,5% des recettes de ce pétrole-là. Merci. Donc, à mon avis, ça c'est le point essentiel qu'il a eu à toucher. Peut-être qu'on va, après les autres, on pourrait... Et justement, sur d'autres points, il a évoqué la question sécuritaire. Le président du CNSP s'est félicité d'avoir réorganisé le système de défense nationale. Il a indiqué, je cite, « Quand nous avons intervenu, c'est-à-dire quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons dit que notre premier souci est le souci sécuritaire et la réorganisation de la défense, rappelle l'autorité nigérienne. » Alors, Memouna Diado, que pensez-vous de cette affirmation du président Tchani? Je pense que cette affirmation du président Tchani est en train de se concrétiser. Puisque quels sont les cas concrets qui prouvent cela aujourd'hui? Parce que là, on voit une accalmie, en tout cas, du côté donc, des attaques et tout. Ça a commencé à atténuer. Et je me dis que peut-être que c'est la riposte qu'ils sont en train d'engager, que les trois pays sont en train d'engager ensemble, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne parle plus. Chaque matin, on se lève. Avant, on entendait les attaques par-ci, par-là, mais maintenant, vraiment, en tout cas, ce que j'ai constaté, j'ai constaté qu'il n'y a vraiment pas cette recrudescence d'activités terroristes, là, les attaques terroristes. Et c'est déjà un ouf. Et si ça peut continuer ainsi. Et puisque c'est justement un point où les trois pays se retrouvent. La question sécuritaire, oui, toujours d'actualité. Voilà, donc, et même pas au niveau du Niger, je pense que l'engagement, la première idée pour ces militaires, c'était vraiment de radiquer cette histoire d'insécurité. Et avec la création de l'AES aussi, ça vient renforcer également sur la question de l'AES, où il a expliqué d'abord le fondement de l'AES, pourquoi ils l'ont créé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelle est également la ligne de l'AES, la ligne de conduite de l'AES. Et je m'en félicite et j'ai vu que vraiment, pour sa deuxième sortie, il a quand même été pragmatique. On sent que maintenant, il s'est familiarisé, à ce genre d'entretien. Il ne faut pas oublier aussi. Et comme l'a dit Arimi, il est à l'aise. Il est à l'aise, c'est ça, il s'est familiarisé. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est parce que aussi il est entouré de ses conseillers en communication. Et le gros, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les Nigériens dans cette situation, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de se rassurer et ils ont besoin que certaines choses, certains mots sortent de la bouche
du premier responsable. Les Nigériens donc ont besoin d'être informés. En fait, c'est juste également dire qu'il a également évoqué l'évolution des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Oui, effectivement. Donc, les Nigériens ont besoin d'être informés et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais vous, Ousseini, est-ce que vous pensez que le président Tchani, au cours de cette deuxième sortie, a abordé vraiment toutes les questions qui intéressent les Nigériens aujourd'hui? Bon, mais en fait, ce qu'on peut retenir, moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que ça a permis de lever les doutes. Oui. Parce que les gens se sont toujours posé des questions, est-ce que réellement ils vont faire ce qu'ils ont décidé de faire là, les engagements qui ont été pris. Mais point par point, il a montré que, non seulement par rapport à la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics et tout, ils seront intransigeants. Avec la COLDEF qu'ils ont mise en place. Sur cet aspect, concernant l'aspect sécuritaire, il a expliqué ce qui s'est passé, qui n'aurait pas pu se passer s'il y avait les Français. Parce que c'est ça qui a entravé. Aujourd'hui, nos armées sont sur l'offensive. On a toujours évolué à la défensive parce que c'est les Occidentaux qui nous empêchaient de manœuvrer sur notre propre sol. Et il y a des résultats. La preuve, on est en train de rouvrir des écoles dans la région de Tillabéri, n'est-ce pas? Qui étaient fermées pour fermé. Il a posé le problème économique, Armi en a parlé, c'est-à-dire le pétrole, et il a expliqué c'était quoi les enjeux, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a connu, les détournements massifs, parce qu'il a insisté là-dessus. Les détournements massifs qu'il y a eu dans ce pays et que ça serait resté, comme on avait dit, impuni. Il faut forcément que les gens qui ont détourné l'argent public, qui ont créé des conditions pour que des Nigériens meurent, il faut que ces gens-là rendent gorge. Ça, c'est quand même des choses positives que j'ai retenues à travers son discours. Et ce qui m'a davantage plu dans son intervention, n'est-ce pas, c'est qu'il a réellement ignoré la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il a montré à la CEDEAO que, parce que ça a coïncidé avec les jours où les sanctions devaient. Il a montré que faites votre bruit là-bas. Nous avons nos objectifs et nous n'allons pas nous dévier des voies que nous avons décidé de suivre. Nous allons continuer dans ces voies-là. Maintenant, il a montré que c'est des organisations véritablement qui ne méritent pas que nos pays restent dedans. C'est une organisation qui cherche à étouffer des pays membres. Pour une affaire interne, changement de régime, alors, ça vaut quoi de rester dans de telles organisations? Et je pense qu'on a vu à travers les conclusions de la CEDEAO, ils sont en train de s'agiter, ils ne veulent pas avoir... Oui, mais après cette deuxième sortie du président Tchani, quelle doit être davantage l'implication de la population pour permettre au CNSP de bien gérer cette transition? Oui, mais moi je pense que la population est déjà pleinement impliquée. Qu'est-ce qu'elle doit faire davantage? Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de pousser. On ne peut pas. Il y a des gens qui prennent les décisions, mais les populations sont là pour pousser à ce que ces décisions-là, ces actes-là, ces promesses-là sont concrétisées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Malgré le départ des Français, vous voyez, chaque week-end, il y a des manifestations, des appels à mobilisation, des appels à prière. C'est ça que la population peut faire. Et la population n'a pas encore lâché. Et il n'y a pas de relâchement vis-à-vis, malgré la dureté des sanctions, les gens sont restés stoïques. Les gens continuent à considérer que il y a beaucoup de Nigériens qui se sont dit, mais ils n'étaient même pas. Moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui croient. Je l'ai dit, je ne m'attends pas à ce qu'ils lèvent les sanctions. Parce que ce n'est pas des sanctions de la CEDEAO, c'est des sanctions de la France. Alors, ils vont venir juste nous baratiner parce que, bon... C'est l'un des points que nous allons aborder dans la deuxième partie. Okay. Voilà un peu ce que moi j'ai dit. J'ai apprécié le fait qu'il ignore réellement la réunion pour parler des problèmes qui nous concernent et prendre des garanties et des assurances que ces problèmes-là vont être réglés. Maintenant, ceux-là qui s'agit dehors, ça fait leur affaire. En tous les cas, on doit avancer et on ne peut pas, après avoir atteint cette étape-là, on ne peut pas encore faire machine arrière. C'est un processus qui est irréversible. À partir du moment où le jeu est compris, je ne vois pas pourquoi. Oui, mais des mois aussi, au moins 3 ou 4 mois aussi que le CNSP est arrivé aujourd'hui, ils doivent redoubler d'efforts. Oui, mais moi j'ai dit, redoubler d'efforts par rapport à quoi? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est déjà bien. On a pu tenir. Il y a des gens qui ont projeté qu'on ne tiendra pas 2 semaines. Ça fait 5 mois, on est dans le 5e mois. Pratiquement, est-ce qu'il y a un blocage quelque part?
La difficulté, c'était qu'ils avaient pensé ce qui allait. On a vu même dans le communiqué final, c'est que le président de la commission de la CEDEAO a dit qu'il regrette que des pays acceptent qu'on puisse être ravitaillé. Oui. Alors, mais moi j'ai dit, on a pu contourner la difficulté. Et il a précisé même que le gouvernement continue le processus de ravitaillement régulier de la population en céréales. Mais pas céréales, toutes les denrées. Il n'y a pas que les céréales, y compris les autres matériaux, construction et tout. C'est ça le plus important. Ils ont pensé qu'avec ça, on allait mourir. Malheureusement, l'histoire les Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum, le sommet de la communauté économique, le 64e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est déroulé ce week-end à Abuja, au Nigeria. Plusieurs décisions ont été prises, notamment sur le Niger. Suivons Tarnan Foudé Ahmed pour les conclusions. Le sommet d'Abuja a reconduit l'ensemble des sanctions sur le Niger, dont entre autres la fermeture des frontières, et aucun allègement n'a été décidé pour l'instant. Des conditions ont été imposées aux autorités nigériennes pour espérer un assouplissement des sanctions. Parmi celles-ci figure celle relative à la libération du président de Bazoum Mohamed, de son épouse et de son enfant. Aussi, plusieurs chefs d'État, à leur tête les présidents ghanéens, ont prôné la tolérance zéro pour les coups d'État dans l'espace CEDEAO. D'autres sujets évoqués par cette rencontre, c'est la situation humanitaire dans l'espace, particulièrement au Niger, où l'insécurité couplée à la fermeture des frontières a eu des conséquences sur les quotidiens des Nigériens. À ce niveau, Oumar Touraï, le président de la commission de la CEDEAO, a déclaré, je cite, « Conformément aux dispositions de nos textes communautaires, nous avons accordé un accès humanitaire aux biens médicaux humanitaires pour la population. Mais les rapports des agences humanitaires montrent que les autorités militaires au Niger ont entravé l'accès humanitaire. » Fin de citation. L'organisation a également annoncé l'ouverture d'un dialogue avec les autorités de Niamey et elle a désigné les présidents du Togo, du Bénin et de la Sierra Leone comme médiateurs de la crise institutionnelle en cours au Niger. La CEDEAO maintient donc toutes ces sanctions contre le Niger. Memouna Diado, comment avez-vous accueilli cette information? Est-ce que cette décision était-elle prévisible selon vous? Mais oui, Nafisa, moi je savais déjà que ça n'allait pas changer. Mais pourquoi? Ils allaient reconduire de toutes les manières, puisqu'ils ont cherché à négocier, à discuter, à avoir un consensus autour de la libération du président déchu, Bazoum. Et tu vois, maintenant ils reviennent également avec cette condition. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent même pas l'évolution des négociations. C'est juste pour que c'était déjà une décision imprévisible. Tous les Nigériens savaient que ça ne serait pas facile à la CEDEAO là, de surseoir à ces sanctions-là. Et comme tu l'avais constaté, même il y a eu des présidents qui étaient au départ, qui étaient devant les sanctions-là, qui n'ont pas pris part à ce sommet. Et comme le ridicule ne tue pas, on prend un ancien encore Premier ministre pour venir représenter le Niger. Et justement, donc, le CNSP même a condamné cette participation de certains membres du gouvernement déchu. Vous voulez quel genre de négociation? Parce que puisque si vous dites que vous ne reconnaissez pas la gente au pouvoir, vous avez amené un ancien Premier ministre. Vous dites aujourd'hui que vous avez encore des émissaires qui vont venir au Niger, qui vont s'occuper de négocier entre la CEDEAO et le Niger. Mais dans ce cas, négocier avec le Premier ministre qui a représenté le Niger, c'est tout. Et je me dis qu'il y a une incohérence. Il y a une incohérence, c'est une foutaise, excusez-moi du terme, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas un sens de respect pour le peuple nigérien. La CEDEAO s'en fiche complètement que le peuple nigérien aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Je l'ai toujours dit, quand vous prenez des sanctions, mais vous ne prenez pas des sanctions contre ceux qui ont fait le coup d'État, mais vous prenez les sanctions contre une population et vous prenez en otage une population. Aujourd'hui, les populations sont en difficulté parce que les médicaments, il y a certains médicaments aujourd'hui, pour les trouver, c'est un peu difficile. C'est vrai que le CNSP est en train de travailler dans cette position pour faire au moins rentrer certains médicaments, mais jusque-là, il y a des problèmes parce qu'il y a certains produits où on n'arrive pas à avoir. Il y a aujourd'hui des ruptures, il y a aujourd'hui des équivalents et tout. Donc aujourd'hui également, regarde le sac de riz. Ça évolue. Ça va de 16 500, ça va de 17 000. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un sac de riz à moins de 13 000. Donc, ça veut dire que là, vous ne prenez pas. C'est une réflexion, en fait. Je ne sais pas comment
la CEDEAO réfléchit dans ces sanctions, mais je pense que vaudrait mieux réorganiser cette CEDEAO-là et pour pouvoir, en tout cas en cas de coup d'État et autres là, ne pas prendre en otage ces populations-là. L'organisation a également annoncé l'ouverture d'un dialogue avec les autorités de Niamey et elle a désigné le président du Togo, du Bénin et de la Sierra Leone comme médiateur de la crise institutionnelle en cours au Niger. Vous, Arimi, qu'est-ce que cela implique aujourd'hui dans cette situation du Niger? Bon, moi je pense que, en fait, contrairement à ce que, ce que les décisions de la CEDEAO disent parce qu'ils ont reconduit des sanctions et tout. Moi, je pense qu'ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin. Parce que c'est eux qui ont suspendu les négociations. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu la venue de l'ancien président du Nigeria, des autorités religieuses du Nigeria et tout. Et après, tout était coupé. Les militaires ici, nos généraux, n'ont pas dit qu'ils ne recevaient pas qui que ce soit. Et là, maintenant, ils reviennent. Mais aussi dans leur exigence, je crois qu'ils ont fait un tout petit peu un pas en arrière parce que concernant l'ancien président, le président Bazoum, ils disent qu'il faut le libérer. Oui, ils ont demandé la libération. Et non plus maintenant, ils ne disent plus de le remettre à le réhabiliter. La libération. Voilà, donc ça c'est des aspects dont il faut tenir compte, mais ce qui m'a inquiété et ce qui m'a laissé croire qu'ils n'allaient pas transiger, ne pas fondamentalement changer dans leur position, c'est le fait qu'ils aient reçu au sein de ce sommet les membres du gouvernement de l'ancien... C'est une indignation selon le CNSP. Maintenant, je pense qu'ils ont voulu aussi équilibrer les émissaires qu'ils ont désignés, c'était la question. Parce que, tout le monde sait que le président togolais, jusque-là, il a soutenu nos militaires, n'est-ce pas? Il a facilité vraiment, c'est grâce à lui, entre autres, et bien sûr les alliés. Avec le déplacement récent du président Tchani au Togo. Voilà, et tout. Et donc lui, il a toujours été pour la négociation. D'ailleurs, au lendemain du coup d'État, quand toutes ces sanctions ont été prises, on a dit que non, lui, il essaie de prospecter d'autres voies pour que vraiment la transition ne soit pas longue et tout. Aujourd'hui, il est désigné comme étant un des médiateurs. Maintenant, il y a Talon. Je crois que c'est en cela que je pense que c'est l'équilibre. Non seulement ces deux pays voisins, n'est-ce pas, qui sont très proches du Niger, le Togo et le Bénin, mais Talon, c'est aussi montrer être vraiment, je dirais, révoltant dans cette histoire de sanctions. Et c'est la frontière par laquelle nous avons accès à la mer qu'il bloque et des mains fermes. Aujourd'hui, on l'envoie. Et je vois sur Internet notamment ce que les Nigériens pensent. Ils disent que si lui, il doit venir, il ne doit pas y avoir de négociations. Et il y a l'autre, c'est lui le plus ou moins neutre qui vont venir. Moi, je pense que il faut les recevoir. Il faut les recevoir. Il faut discuter parce que nous sommes liés par une communauté de destin. N'est-ce pas? Le Niger, je suppose que c'est le cas du c'est le point de vue du CNSP aussi, ne pense pas que dans les années à venir, les décennies à venir, le Niger va vivre coupé de tout temps du Nigeria, du Bénin, tout ça. Et dans tous les cas, on sait que toutes ces sanctions, toutes ces façons de faire ne sont que circonstancielles. C'est lié à des hommes, pas à des États. C'est lié vraiment pas aux populations. Je crois que s'il y a une population qui a fait échouer ces sanctions, qui a fait échouer l'entreprise d'entreprendre une guerre contre le Niger, c'est bien la population, par exemple, du Nigeria. Parce qu'ils ont dit tout de suite que non, c'est eux qui vont s'interposer entre l'armée de la communauté qui va se déplacer à partir du Nigeria et le Niger. Donc, ça, il ne faut pas nous laisser distraire par le comportement des hommes d'État qui sont là aujourd'hui et qui peut-être demain même ne seront pas là. Qui savait que le régime du PNDS allait être... Voilà. Et donc, il ne faut pas... Malheureusement, il ne représente pas
moi, je ne dirais même pas c'est la CEDEAO des États. Non, c'est la CEDEAO des présidents actuels. Et eux, je pense qu'ils peuvent s'en aller à tout moment. Vous avez vu, Maimouna l'a signalé, il y a certains qui n'ont même pas pu revenir à, à ce sommet-là. Et il y en aura qui ne reviendront pas. Il y en aura qui ne seront même plus présidents. Et moi, je pense que tout nouveau président qui va remplacer un parmi ceux qui sont là n'aura pas la même position qu'eux. Et donc, c'est pour finir vraiment, je ne pense pas que la CEDEAO, on doit essayer définitivement de quitter. Le Niger est un des membres fondateurs de la CEDEAO, de même que nous le sommes pour l'AES aujourd'hui. Je pense que l'AES et la CEDEAO peuvent cohabiter, mais aussi l'intégration au sein de l'AES peut être plus prononcée, n'est-ce pas? Avec la CEDEAO, nous avons d'autres machins qu'on peut défendre et qu'on peut faire changer. Je pense que le jour où on dira que le Niger est un régime démocratique et tout, nous allons même prendre la direction de la CEDEAO. C'est bien possible. Alors, donc vraiment, n'œuvrons pas pour vraiment quitter la CEDEAO, mais pour essayer de pousser ceux-là qui nous font, tous ces individus qui agissent contre nous, à l'écart. Le CNSP ne doit pas penser ou bien à quitter la CEDEAO, mais vous, Ousseini, aujourd'hui, quelle doit être vraiment la position de nos autorités nigériennes face à la CEDEAO aujourd'hui, suite à ces conclusions du sommet? Le problème, cette organisation a été créée, n'est-ce pas, initialement. C'était pour promouvoir l'intégration des économies de la sous-région et la libre circulation des populations de la sous-région. Favoriser l'intégration, n'est-ce pas? Là où la CEDEAO a atteint ses limites, c'est en cela, peut-être je vais un peu contredire Arimi. Ce n'est pas que quand la CEDEAO abandonne ces objectifs-là pour s'intéresser spécifiquement avec quelques chefs d'État. Aujourd'hui, ils n'écoutent même pas ces chefs d'État. Vous avez vu les décisions des cours. La Cour de justice de l'UEMOA, la Cour de justice, qui s'aligne systématiquement derrière la conférence des chefs d'État. Alors que ces cours-là ont été créés pour que justement quand un État est brimé, un État est victime d'une injustice, que la Cour puisse dire aux chefs d'État, non, vos sanctions-là ne peuvent pas prévaloir parce que tout simplement, c'est des sanctions illégales. Alors, y compris les cours, alors à quoi ça sert cette organisation aujourd'hui? Parce que c'est ça véritablement l'enjeu. Ce n'est pas que les gens, c'est parce que tout simplement, la CEDEAO a été dévoyée de ses fonctions, de ses missions initiales et on a comme l'impression qu'ils sont là pour surveiller. Si on comprend bien, si cette institution ne sert plus aujourd'hui, est-ce que le CNSP doit quitter? Elle peut servir. Il faut bien qu'on revoie les textes parce qu'on a comme l'impression que c'est sur quoi ils mettent l'accent aujourd'hui, les chefs d'État, pour se protéger. Regardez ce qui se passe au Sénégal, où un président s'en prend à son adversaire qu'il veut coûte que coûte éliminer, par tous les moyens. Voyez ce qui se passe au Bénin, où le président s'en prend à ses opposants qu'il veut coûte que coûte éliminer. La CEDEAO voit, ne dit rien. On parle de promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance suppose quoi? Accepte que la démocratie s'exprime de manière libre et que tu acceptes que les opposants puissent aussi évoluer parce que c'est ça qui fait l'alternance. Mais si les chefs d'État qui viennent, moi je l'ai toujours dit, ils ont transformé la CEDEAO en syndicat. Et c'est ça qui n'est pas admissible. Et c'est pour ça que moi, je considère que si ça doit continuer comme ça, à quoi bon rester dedans? Parce que le volet, aujourd'hui, quand on parle d'intégration, circulation des biens, vous allez à la frontière, même quand il n'y avait pas cette situation, vous êtes emmerdé. N'est-ce pas? Pour pouvoir franchir, il y a des endroits où il faut payer l'argent. Quand vous avez des marchandises, c'est sur ça, là. C'est sur ces questions-là que la CEDEAO devait mettre l'accent. Mais quand il y a un problème à l'interne, c'est-à-dire,
quand il y a une malgouvernance, les populations sont brimées, l'injustice et tout et tout. Déjà, la CEDEAO voit, oui. mais elle ferme les yeux parce que c'est ces syndicats, c'est ces militants qui font, ceux qui sont les chefs d'État. Il faut se protéger mutuellement. Tu peux brimer tes opposants, les acteurs associatifs qui sont embêtants, tu peux les enfermer, tu peux empêcher les manifestations parce que tout simplement, ce n'est pas favorable. Mais alors, déjà aujourd'hui, pour le Nigérien, pouvez-vous peut-être rappeler quelle est même la mission de la CEDEAO aujourd'hui? La mission initiale, première, la mission qui a présidé à la création de la CEDEAO par les Kounché, par les Yakubu Gowon, par les Ikerikou, c'était de promouvoir, on est dans un espace commun avec des peuples qui sont pratiquement les mêmes. Il fallait créer les conditions d'intégration parce que les frontières là ont été tracées par des Blancs, n'est-ce pas? Il fallait créer les frontières artificielles, casser les frontières artificielles pour permettre à quelqu'un qui est ici, qu'il puisse venir, qu'il puisse aller au Burkina, qu'il puisse se sentir comme chez lui, qu'il puisse aller, qu'un Burkinabé vienne ici, qu'un Béninois, qu'un Togolais vienne chez nous, n'est-ce pas? Sans entrave, pouvoir mener des activités. Mais tout ça, ils ont abandonné. Alors, à partir du moment où l'organisation ne sert plus à cette vocation, c'est devenu une organisation qui est là pour protéger des chefs d'État, souvent, comment vais-je dire, qui sont pas du tout des démocrates, des dictateurs. Et vous estimez donc que nos pays peuvent évoluer aujourd'hui sans la CEDEAO? Certains, c'est par hold-up électoral qu'ils viennent et ils se maintiennent au pouvoir, qui peuvent transformer, modifier leur constitution. La CEDEAO voit, elle dit rien. Mais quand des choses comme ça peuvent se passer, maintenant, quelle est, parce que j'ai toujours dit aux gens, le dernier rempart pour les populations, quand vous ne pouvez pas manifester, quand les libertés sont compromises, quand il n'y a pas de possibilité d'alternance véritable, parce que la démocratie suppose que tu as mal géré, le peuple te sanctionne. Mais quand on crée les conditions pour que même quand tu gères mal, tu vas rester, avec la bénédiction de la CEDEAO, le dernier rempart, c'est l'armée. C'est l'armée seulement parce que toi-même, en tant que président, c'est l'armée qui te permet d'être là où tu es. Parce que c'est l'armée qui assure ta sécurité. Merci Hussein. Oui, rapidement, Arimi, pour clôturer ce sujet. Pour contredire Ousseini, mais en fait, c'est pour dire qu'on dit essentiellement la même chose. Mais seulement, je dis que le Niger a les moyens de rester et de changer la conduite actuelle des responsables qui s'occupent de la CEDEAO. Les avis divergent, alors nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Du sport pour terminer, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Ezaki Badou. Il a signé pour un contrat d'une durée de 2 ans du 1er décembre au 30 novembre 2025. L'annonce a été faite par la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Selon donc la FENIFOOT, il a pour mission la qualification du MENA pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat. Il a pour adjoint Zakaria Ibrahim, actuel entraîneur par intérim de l'équipe. Alors Arimi, vous qui êtes, si je peux le dire, intéressé par les questions sportives, que pensez-vous de cette nomination de l'ancien chef, c'est l'ancien capitaine des Lions même de l'Atlas du Maroc? Oui. Il nous a fait rêver, comme l'actuelle équipe nous a fait rêver récemment à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? L'équipe dont il était le gardien de but nous a fait rêver, si je ne m'abuse, en 86, parce qu'on était au lycée, je crois. Et puis, c'était le Maroc de Bouderbala, de Kairi, et c'était extraordinaire. Ils nous ont fait rêver. En tout cas, il a un parcours... Non, extraordinaire. C'est un très, très grand gardien de football. Après, il a aussi fait son bonhomme de chemin dans le rôle d'entraîneur. Il a pris, y compris l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas, mais aussi il a pris plusieurs clubs, notamment au Maroc. Donc c'est quelqu'un de valable, il n'y a pas de doute. Surtout, il est accompagné par Zakaria Yaou Ibrahim, que moi je connais mieux, évidemment, parce que c'est un Sahélien,
quelqu'un qui a fait tout son chemin ici au Niger. Il était entraîneur de l'AS-Douanes, de l'AS-Card, de l'USGN, qui a des résultats, y compris au plan international. Aujourd'hui, de quoi aura-t-il vraiment besoin pour bien qu'on vient de gagner la Zambie. Ça, c'est vraiment quelque chose. Mais aujourd'hui, de quoi aura-t-il vraiment besoin pour bien travailler? La question, c'est peut-être presque l'inverse. De quoi le football nigérien a besoin pour vraiment sortir des chantiers battus. Justement. C'est de cela qu'il s'agit. C'est bien d'amener quelqu'un d'expérimenté, un Africain en plus, vraiment comme nous, et quelqu'un qui a montré son engagement aux côtés de son équipe nationale. Mais de mettre Zakariaou, c'est aussi une très bonne chose. Mais on a déjà essayé avec l'Ivoirien, son nom m'échappe. Voilà, et il y a aussi, on vient de rompre avec Cavalli. Ça veut dire, autrement dit, ils avaient tous pratiquement la même mission, c'est-à-dire gérer l'équipe nationale et réformer la direction technique. Bon, ça n'a pas marché. Moi, je pense que y a quelque part où ça ne va pas. D'abord, sincèrement, je le dis, je pense que l'équipe dirigeante de la FENIFOOT est vieillissante. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'au niveau des États, on limite les mandats. Oui. Actuellement, l'équipe qui est en place est à son 4e mandat. Je crois que ça fait qu'on manque d'inspiration. Il faut renouveler, il faut du nouveau sang. De renouveler l'équipe, les membres du bureau, ça ne suffit pas. Il faut une autre façon de penser. Et en cela que nous avons besoin au niveau de notre football. Je crois que c'est la gouvernance tout court qu'il faut changer. Et avant d'aller amener les personnes qui vont changer les choses. Ousseini, aujourd'hui, face à la situation que vit le football nigérien, est-ce que vous pensez que la tâche sera facile à ce nouveau sélectionneur? Mais c'est quoi la tâche? Je peux qu'abonder dans le sens de Arimi. C'est-à-dire, quand on regarde un peu les choses, c'est pas, nous avons été une nation de foot. Moi, quand je me rappelle les années 80 avec les Djagundi et tout ça, on avait une équipe très solide. Il n'y avait pas de moyens à cette époque-là. Mais c'était vraiment la combativité, c'était vraiment l'honneur. Il fallait défendre chaque fois qu'on devait aller à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais par la suite, c'est quoi? Le foot est devenu une affaire de, comment vais-je dire, c'était devenu pratiquement une affaire de business, quoi. Où les gens ont pris en otage le système. Parce qu'il y a beaucoup. Malgré l'existence même d'une fédération censée. Oui, mais la fédération, je vais dire une chose. Si aujourd'hui, ce n'est pas en soi l'entraîneur, parce que j'ai toujours dit aux gens, quelle que soit la qualité de l'entraîneur, ce n'est pas lui qui monte sur le terrain. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. En tout cas, ce n'est pas lui. Lui, il est là pour coordonner. Mais est-ce que vous pensez au Niger que les conditions sont réunies pour les joueurs? Non, les conditions peuvent être réunies. Les conditions qu'on le laisse faire le travail les mains libres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Parce que le plus souvent aussi, il y a des interférences dans la sélection et tout et tout. Moi, je pense que c'est à lui de voir, parce que c'est quand même quelqu'un de très expérimenté. C'est comme Zakariaou. Ils sont tous des gens qui sont expérimentés, qui ont un parcours, qui ont commencé par être des joueurs d'abord. Et à l'autre, là, je ne le vois plus d'ailleurs. Abdullah Harouna, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Mais tout ce beau monde-là, c'est des gens qui ont montré de quoi ils sont capables. Moi, j'ai dit. Maintenant, on peut venir quelqu'un de l'extérieur, c'est un Africain, c'est quelqu'un, bon, il n'y a pas la barrière linguistique, ils se comprennent, c'est un francophone. Moi, je me dis, maintenant, c'est de les laisser faire son travail en toute indépendance, quoi. Sans interférence et tout et tout. Parce que souvent, c'est ça le blocage. Et tout à l'heure, une équipe... L'équipe dirigeante, quand même, 4 mandats, ils sont là. Ça dit, c'est devenu carrément une affaire d'héritage, quoi. Y a pas, personne ne veut quitter. Alors, il faut savoir passer la main. Il y a l'Ivoirien, là, je me rappelle, il a fallu qu'on lui fasse un coup d'État. Comment il s'appelle? L'Ivoirien, là, qui est resté longtemps à la CAF, comment il s'appelle? Anoma, Jacques Anoma, je me rappelle. Alors, Maïmouna, un mot peut-être sur cette nomination d'un nouveau sélectionneur pour le MENA? Bon, moi je ne peux qu'emboîter ce que déjà Arimi et Ousseini ont dit. Maintenant, c'est la seule chose qu'on demande, qu'on le laisse libre en tout cas de ses choix pour pouvoir mener à bien
sa mission. Parce que quand il a besoin d'accompagnement, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner financièrement. Il faut également l'accompagner en équipement et tout. Et il faut également que lui aussi, qu'il sache qu'il est là pour une mission bien déterminée, un agenda en tout cas bien défini, et que nous espérons qu'il sera vraiment mené à bien l'agenda qu'on lui a remis. D'accord. Mais Arimi, pour terminer, au-delà d'un nouveau sélectionneur aujourd'hui, le football nigérien, de quoi il a même besoin pour arriver à l'excellence, quoi? En fait, vous savez, pendant longtemps, on a beau crier qu'il faut un retour à la base, à la formation, à la compétition des jeunes pour fournir les équipes vraiment de niveau supérieur. Personne n'écoute. Les gens, c'est normal aussi. Les gens veulent le résultat immédiat. Il y a des tournois les TGV qui sont organisés dans les quartiers pour dénicher les talents. C'est pas suffisant aujourd'hui. Le football, avant, les Africains, on apprenait le football dans la rue et on s'en sortait même en Europe. Aujourd'hui, le football est quasiment scientifique. N'est-ce pas? Les enfants commencent à jouer à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 10 ans, 13 ans, après des clubs les recrutent. À moins de 13 ans, il y a des joueurs qui sont recrutés. C'est ce qui fait aujourd'hui, vous avez vu le Mali, ils ont joué la demi-finale de la Coupe du Monde de U17. N'est-ce pas? Oui, les joueurs, le Burkina a des joueurs à revendre parce que chaque année, ils en forment et ils les placent. Nous n'avons pas encore un centre de formation attitré. Par exemple, quelque chose à faire, c'est de prendre, il y a des gens qui sont intéressés par la formation des jeunes, n'est-ce pas? On n'invente pas la roue, c'est de les amener là où les gens font et réussissent pour qu'ils apprennent et viennent l'appliquer et apprendre aux autres Nigériens qui sont là. Ce n'est jamais fait. Avec le président Bazoum, la fédération a essayé de décrocher un centre de formation, ce qui n'est pas sa vocation. S'il faut laisser les clubs et les centres vraiment spécifiques former les joueurs, la fédération, c'est de gérer le déroulement de football, son rôle. Ce n'est jamais fait. Et donc, ça fait que on ne fait que trébucher. Regardez des pays comme la Mauritanie qui se qualifient à tour de bras. Oui. Et nous, on s'est qualifié pour la dernière fois à la CAN en 2013, la première fois en 2012. Vraiment à la faveur aussi des réformes. Toutes et les tout. Conditions ne un sont match pas en aller-retour, réunies. on s'est qualifié et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les Burkinabés, ils sont maintenant, c'est le titre qui les intéresse parce qu'ils sont allés, y compris en demi-finale. Les Maliens, n'en parlons pas aujourd'hui. Tous les pays africains, chacun a peur d'affronter le Mali. Pour parler des pays qui sont membres de l'AES, ne parlons pas de l'Algérie. Le Nigeria, ils sont super favoris cette année même. En gros, donc, il revient à nos autorités vraiment d'assurer un grand accompagnement pour ce... Il faut de l'argent, c'est sûr. Ce qu'il n'y a pas chez nous. Il faut faire revenir le public parce que le match se déroule vraiment dans des stades quasi vides. Nous avons un stade de 35 000 places. Jamais un match de championnat ne le remplit au 10e. Ainsi de suite. Donc, il y a tellement... Je crois que la question des états généraux du football s'impose parce que ce n'est plus un simple sport. Voilà. D'accord. Un dernier mot, Hussein, apparemment, vous voulez dire? C'est que le dernier mot, je vais dire, c'est véritablement une réforme. Ce n'est pas parce qu'on est là, on considère que non, quand il y a des enjeux ou des échéances, c'est à ce moment on vient. Non, le foot est devenu, comme l'a dit Arimi, quelque chose de très scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas, tu peux jouer dans la rue, mais tu peux te perfectionner quand il y a des centres de formation avec des entraîneurs de qualité et tout et tout. Mais malheureusement, on traîne les pieds. Il y a eu des centres qui ont été créés, je crois, des centres privés. Je ne sais pas ce que ça devient. Je ne sais pas ce que ça devient. Mais toujours est-il dit qu'on a comme l'impression que ces centres-là, on n'entend plus parler de ces centres-là qui doivent normalement... Bon, peut-être aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement nécessaire de l'État. Parce que pour s'inscrire dans ces centres, comme c'est des centres où en même temps tu apprends le foot, en même temps tu apprends l'école, tu vas à l'école. S'il n'y a pas d'accompagnement, il y a beaucoup de gens... Ça ne peut pas se réaliser, c'est ceux qui ont l'argent qui vont. Alors que s'il y a un système d'accompagnement des talents qu'on peut détecter dans les quartiers, on peut l'État peut prendre ça en charge pour qu'en même temps ils continuent d'étudier, en même temps ils sont formés. D'accord.
Nous souhaitons donc une très bonne chance pour ce nouveau sélectionneur et de très bons résultats pour notre équipe, le MENA. C'est ici donc que se referme le forum de la presse de ce vendredi 15 décembre 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités Memouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa, journaliste indépendant. N'oubliez pas le rendez-vous du week-end avec l'actu des jeunes, suivi de tous à la FADA à partir de 17h et les forums en Hausa et Zarma les samedis et dimanches. La technique est assurée par Seyni Saka, la régie vidéo par Mustafa Ayouba. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.